Bonjour, nouvelle vidéo d'actualité en ce début du mois d'octobre 2020. Juste en quelques mots, je ne vais pas parler de SAT, en référence à une précédente vidéo. Vous savez, ce projet de marketing et de blockchain, c'est très intéressant. Moi, j'ai voulu faire une expérimentation, mais il ne s'est rien passé. J'ai contacté les développeurs qui m'ont très rapidement et très gentiment répondu qu'ils étaient absolument débordés par leur propre succès. Ça, c'est une bonne nouvelle, à tel point que leur site internet a même connu des difficultés techniques, tellement de gens voulaient s'y connecter. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a fait couler pas mal de pixels et qui suscite, et on peut le comprendre, une certaine émotion dans le petit landerneau musical. Alors on va essayer de prendre un petit peu de distance, de regarder les faits, parce que dans tout ce qui a été écrit ces derniers temps, il y a beaucoup d'émotions, mais du coup, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu floues. On va essayer de décortiquer un peu tout ça aujourd'hui et de voir et se poser la question au final de savoir si finalement les professionnels de la musique sont-ils véritablement des créatifs. C'est parti. Alors, on va essayer de commencer par recadrer un petit peu les choses et de reprendre les faits un par un. Première chose, dans tout ce que j'ai lu, je n'ai vu nulle part, pour l'instant, de contestation de la validité du raisonnement juridique qu'ont suivi les juges de la Cour de justice de l'Union européenne. D'ailleurs, être juge à la Cour de justice de l'Union européenne, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient en début de carrière. Ce sont des gens, il y en a un par État, ils sont nommés par les gouvernements des différents États, ce peut être des magistrats, mais historiquement, il y avait aussi une majorité de professeurs de droit, et ils doivent, avant de pouvoir être nommés par les gouvernements, passer une audition devant le Parlement européen, et ce sont des professionnels qui ont souvent une longue carrière derrière eux, une réputation de sérieux et surtout d'indépendance. Donc j'ai lu dans Libération que des lobbies américains auraient dépensé des millions de dollars pour obtenir cette décision. Enfin, c'était sous-entendu, mais assez fortement. Et franchement, ça, c'est pas quelque chose de très sérieux. Déjà, les gens de la Cour de justice de l'Union européenne sont plus difficiles à acheter que ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc la validité de leur raisonnement. Il faut lire la décision, elle est intéressante à lire. Alors, les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sont souvent longues à lire. Hein. Celle-là, il faut à peu près 45 minutes. Mais elles ont l'avantage d'être très détaillées, avec toutes les références aux textes de loi qui sont visés, références à la jurisprudence également, un peu à l'américaine. Donc c'est long, mais plutôt facile à lire dans le sens où on peut vraiment suivre pas à pas le raisonnement qui est suivi par les juges et l'avocat général. Et pour l'instant, donc, je n'ai vu nulle part de contestation sérieuse de la validité du raisonnement des juges. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, leur raisonnement tient la route. Ça, c'est la première chose et personne ne le conteste. Deuxième point, de quoi parle-t-on exactement? Parce qu'il ne faut pas tout mélanger. D'abord, il faut bien comprendre que ça n'est pas une question de droit d'auteur. Les gens qui écrivent des paroles ou qui composent de la musique ne sont absolument pas concernés dans cette histoire, donc on peut les écarter tout de suite. Ceux qui sont concernés, ce sont les titulaires de droits voisins, c'est-à-dire qu'ils habitent pas loin de l'auteur, et ces voisins de l'auteur sont d'un côté les artistes-interprètes, ceux qui jouent la musique, et d'un autre côté les producteurs de phonogrammes, c'est-à-dire ceux qui payent pour enregistrer, capter, fixer, on dit, l'interprétation de ces artistes-interprètes. Donc on parle d'une partie de ces droits voisins. Et cette partie des droits voisins dont on parle, c'est ce qu'on appelle la rémunération équitable. Alors, pour comprendre ce qu'est la rémunération équitable, il faut revenir à une décision qui a été prise par l'Union européenne, et c'est ça qui est important. La décision est au niveau européen d'introduire dans la loi sur la propriété intellectuelle et sur les droits voisins une exception. Ça veut dire que les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes ne peuvent pas empêcher, c'est ça une exception, le fait que le titulaire du droit de propriété ne peut pas empêcher, et dans ce cas précis, c'est qu'ils ne peuvent pas empêcher qu'une fois qu'ils ont commercialisé un enregistrement, cet enregistrement soit diffusé par les radios, par les télés et dans les lieux publics, les commerces. Quand vous entendez de la musique en allant déjeuner au restaurant ou en garant votre voiture au parking, c'est en fait parce que le législateur européen
a prévu que les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes ne peuvent pas l'empêcher. Ils ne peuvent pas empêcher le patron ou la patronne du resto de mettre de la musique dans son établissement. Mais, en contrepartie, puisqu'on les prive d'une partie de leur propriété, c'est une forme d'expropriation. Et depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, c'est l'article 17, lorsqu'il y a expropriation, il faut qu'elle soit justifiée par l'intérêt général. Déjà, c'est le cas ici, c'est l'intérêt général de tout le monde de pouvoir écouter de la musique et que la culture se diffuse. Et il faut également une indemnisation. Donc, le législateur européen a prévu un mécanisme d'indemnisation des artistes-interprètes et des producteurs qui s'appelle la rémunération équitable. Ça veut dire, toujours quand vous entendez de la musique au resto, que le patron du resto paye chaque année, il reçoit une facture et il paye pour pouvoir financer et rétribuer les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Ça s'appelle la rémunération équitable. Et en France, la rémunération équitable est collectée par une société spécialisée qui s'appelle la SPRE, qui est la Société de perception de la rémunération équitable. Et donc, c'est elle qui, alors en fait, via la SACEM, envoie les factures à tous les commerçants, récupère l'argent et reverse cet argent de la rémunération équitable pour une partie aux artistes-interprètes par l'intermédiaire de deux sociétés en France qui sont l'ADAMI, qui gère les droits des artistes-interprètes qu'on appelle nommés. C'est ceux qui ont leur nom en gros sur le disque. C'est ceux qui sont connus du public, qui sont signés sur des labels et souvent signés sur des majors. Et l'autre société, c'est la Spedidam qui, elle, collecte les droits et gère les droits des musiciens moins connus, ceux qui sont souvent des musiciens accompagnateurs des artistes nommés. Et d'un autre côté, l'ASPRE reverse aussi aux sociétés de gestion des droits des producteurs. Là encore, en France, il y en a deux. D'un côté, la SCPP, qui, elle, comprend les majors et un certain nombre de labels indépendants, mais souvent aussi des gros labels indépendants. Et d'un autre côté, la SPPF, qui, elle, ne comprend que des indépendants. Elle est de plus petite taille. Elle a un budget donc moins important. Et elle s'ouvre, ça c'est intéressant, depuis quelques années, y compris aux artistes autoproduits. Parce que c'est là où cette décision met une forme de coup de pied dans la fourmilière, c'est pour ça que j'ai appelé ça un coup de pied salutaire dans la fourmilière, parce que peut-être ça va permettre de prendre en compte ces nouveaux usages, le fait que de plus en plus, on se retrouve avec des producteurs de très petite taille, voire même des artistes autoproduits, et qu'il faut prendre en compte ces choses-là. Donc, l'ASPRE, ADAMI, Spedidam, SCPP, SPPF, c'est comme ça que ça se passe en France. Maintenant, troisième point. On peut se poser la question de savoir pourquoi la Cour de justice de l'Union européenne se retrouve à prendre cette décision le 8 septembre. D'où ça sort, ça? Parce que les juges de la Cour de justice de l'Union européenne ne se saisissent pas tout seuls, ils ne vont pas se mêler de quelque chose si on ne leur a pas demandé de s'en mêler. Alors, qui est à l'origine de ça? Là encore, tout à l'heure je parlais de ces soi-disant lobbies internationaux américains qui auraient dépensé des millions de dollars tels que je l'ai lu dans Libération. Non, non. En fait, à l'origine de ça, il y a deux sociétés irlandaises, ça se passe en Irlande. Et en Irlande, le mécanisme de répartition de la rémunération équitable ne se fait pas de la même manière qu'en France. Là-bas, c'est la société qui gère les droits des producteurs qui récupère tout. Et ensuite, elle en redonne une partie à la société qui gère les droits des artistes-interprètes. Et donc, à l'origine de tout ça, il y a un litige entre ces deux sociétés. Ce qui s'est passé, c'est que la société qui gère les droits des artistes-interprètes a dit « Ah, mais vous ne nous donnez pas assez, vous en gardez trop pour vous, il faut nous en donner plus ». Et la société des producteurs, qui elle reçoit la totalité des sommes, a dit « Mais non, on ne peut pas vous en donner plus parce qu'on est obligé d'en donner une partie à des producteurs et des artistes-interprètes qui ne sont pas des ressortissants de l'Union européenne, à des étrangers. Donc c'est pour ça qu'on ne vous donne pas plus d'argent. » Les autres n'ont pas voulu les croire, ils sont allés devant le juge, ils ont fait le procès, et puis le juge, il se trouve devant une situation qui lui paraît compliquée, parce que d'un côté, il y a le droit irlandais qui s'applique, en plus de ça, il y a le droit de l'Union européenne, et en plus de ça, il y a des traités internationaux, parce que pour aider à la diffusion de la culture, et ça c'est vrai depuis la fin du 19e siècle, donc c'est pas d'hier, un des principes fondamentaux qu'il y a dans le droit de la propriété intellectuelle, c'est que les États, ensemble,
harmonisent leur législation de façon à ce que dans n'importe quel État, en Irlande, en France ou n'importe où ailleurs, la protection qui est réservée aux titulaires de droits étrangers doit être la même que celle qui est réservée aux titulaires du droit national. Ça veut dire qu'en France, un artiste ou un producteur américain doit être traité de la même manière qu'un artiste ou un producteur français. Et à l'inverse, parce que dans le droit international, il y a un principe qui est très important, qui est celui de réciprocité. À l'inverse, ça voudrait dire qu'aux États-Unis, un artiste ou un producteur français doit être traité de la même manière qu'un artiste ou un producteur américain. Sauf que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de réciprocité entre les États-Unis et l'Union européenne à ce niveau-là. Donc, en Irlande, la société qui gère les droits des artistes-interprètes, et c'est ce qui se passe en France, du fait d'une loi voulue par Jack Lang, qui précise que, ah mais attention, ne donnez pas de l'argent à des gens qui, eux, refusent de nous en donner dans la même situation. S'ils ne nous donnent pas, nous, on ne leur donne pas. Et cet argent-là qu'on garde et qu'on ne leur donne pas, on appelle ça les irrépartissables. On ne peut pas les répartir parce qu'on sait qu'on ne peut pas les donner parce que les autres, eux, ils ne nous donnent pas l'équivalent. Alors, il n'y a pas de raison, on les garde pour nous et on s'en sert pour aider des actions de soutien à alors, les artistes. Eux ont des actions de soutien qui ne les soutiennent pas en fait directement, hein, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle le libéralisme culturel qui fait qu'on a une politique qui est donc libérale, qui préfère soutenir l'offre plutôt que la demande. Donc on soutient plutôt les employeurs, les gens qui vont employer les artistes, les festivals, les organisateurs de concerts, les salles de concert, etc. On soutient ces gens-là, mais pas directement les artistes. Et puis les producteurs, eux, ils se soutiennent directement entre eux puisque ce sont des sociétés. Et alors donc les Irlandais sont pas d'accord là-dessus, et le juge qui se retrouve devant une situation compliquée, le juge irlandais dit « Oh là, tout ça, ça n'a pas l'air très clair, je ne veux pas faire de bêtises, donc je vais aller poser la question à la Cour de justice de l'Union européenne. » C'est comme ça que ça se retrouve là, parce que c'est un des rôles essentiels de la Cour de justice de l'Union européenne de régler ce genre de choses, de savoir comment est-ce qu'il faut interpréter le droit quand il y a, comme c'est le cas ici, un mélange entre le droit du pays, le droit de l'Europe, plus les traités internationaux. C'est compliqué. Et ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne, c'est la chose suivante. Ce qu'elle explique au juge irlandais, c'est de lui dire, oui, effectivement, il est vrai que les Américains ont fait des réserves, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas la réciprocité. Mais ça n'est pas pour autant que ça autorise le gouvernement irlandais ou le gouvernement français, c'est ce qu'on a fait pourtant nous, ça n'autorise pas un gouvernement d'un État membre de l'Union européenne à ne pas appliquer la règle de l'Union européenne. Et c'est cette règle-là, celle de l'Union européenne, qui dit « vous devez quand même payer ». Parce qu'elle, elle ne prévoit pas que dans le cas où il n'y a pas de réciprocité, à ce moment-là, on peut garder l'argent pour nous. Ça pourrait exister, et il y a là peut-être un espoir pour l'avenir, mais pour que ça puisse, effectivement, pour que les sociétés de droit des différents États, donc françaises en ce qui nous intéresse, puissent garder l'argent pour elles et s'en servir pour leurs actions de subvention, il faudrait modifier le droit de l'Union européenne. Le droit français n'est pas compétent pour faire ça et n'a pas le pouvoir de faire ça. Ce qui explique que les sociétés qui gèrent les droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes se retrouvent obligées, par le droit de l'Union européenne, à verser quand même ces sommes, et il peut y avoir un effet rétroactif puisqu'il y a une prescription, hein, vous avez une somme, vous ne savez pas à qui la donner. Et bien à ce moment-là, vous avez en fait 5 ans pour trouver à qui la donner, ou 5 ans pour que la personne qui devrait recevoir cet argent se manifeste et dise « Eh oh, c'est à moi ça !» Et si au bout de 5 ans, on n'a pas de nouvelles, là on peut utiliser l'argent. En pratique, en France, c'est même au bout de 3 ans, même si légalement ça devrait être 5 ans, c'est au bout de 3 ans que ces sommes commencent à être utilisées. Donc c'est comme ça que la Cour de justice de l'Union européenne a mis quand même un bon coup de pied dans la fourmilière parce que, évidemment, dès qu'on prive les gens d'argent, alors en particulier dans une période comme la nôtre où c'est vraiment la cata au niveau de la musique, ça fait ressortir un petit peu toutes les velléités, hein, et tout le monde est un peu à couteau tiré parce que il n'y a plus de sous, zut, qu'est-ce qu'on va faire parce que la rémunération équitable en France, c'est à peu près, c'est un peu moins de 140 millions d'euros, dont 80 millions d'euros, d'ailleurs un peu moins 78, qui viennent des commerçants, justement.
Donc cette somme-là, elle est quand même importante, et si on doit en reverser, alors on parle d'une partie qui doit repartir à l'étranger, c'est pas tout, mais quand même, ces irrépartissables, là, ça fait des sommes qui sont conséquentes. D'après la Cour des comptes qui supervise et qui contrôle les organismes de gestion collective, ça représente plus que les recettes pour copie privée, par exemple. Donc c'est quand même pas rien. Alors évidemment, tous ces gens-là vont quand même un petit peu... C'est pour ça que je trouve que quelque part, il y a quand même tous les éléments qui sont réunis pour règlement de compte à OK Corral. Parce que, déjà, on pourrait se poser la question de se dire, mais comment ça se fait que les Irlandais ont fait ça et que nous, en France, on n'était pas au courant? Enfin, nous, les personnes qui sont activement en charge de toutes ces questions-là, et pas discuter avec leurs homologues irlandais pour leur dire, tais-toi, va pas au procès, parce que... Ça aurait pu arriver, il n'y a pas si longtemps que ça, la SCPP et la SPPF, par exemple, en France, étaient aussi en procès. Alors on aurait très bien pu imaginer que ça arrive jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, et qu'à ce moment-là, on découvre le poteau rose, et que le juge européen dise « Oh là, mais attendez, en France, vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de faire ça, ou alors, il faut changer le droit de l'Union européenne. » Donc ça risque de bousculer un petit peu les choses, mais là où je pense que c'est pas... fondamentalement négatif, c'est que ça pourrait permettre de remettre un peu les choses à plat, parce que on peut très bien imaginer que si le débat doit s'animer encore un petit peu plus, la Cour des comptes, justement, puisse mettre son nez dans l'histoire, parce que la Cour des comptes, ça fait des années et des années que dans chaque rapport, elle tire la sonnette d'alarme en disant « Attention, en France, les organismes de gestion collective, d'abord, ils sont trop nombreux. » Je vais vous montrer ce graphique qui est les sociétés de gestion collective vues par la Cour des comptes. Alors, ils ont fait exprès de rendre ce graphique un petit peu compliqué parce que, justement, c'est ce qu'ils veulent démontrer. La Cour des comptes dit « C'est trop compliqué, le système en France, elles sont trop nombreuses. » Ces sociétés de gestion collective, et en plus, leurs relations financières et la façon dont l'argent circule dans tout ça est trop opaque. C'est un reproche récurrent qui est fait par la Cour des comptes aux organismes de gestion collective. Et puis, il faut bien le dire quand même, si on prend par exemple l'Adami et la Spedidam, la Cour des comptes leur dit « Attendez, vous gérez les mêmes droits. » Et le plus souvent pour les mêmes personnes, parce qu'on peut très bien faire un album à son nom, être l'artiste nommé, et à ce moment-là, les droits relatifs à cet album-là sont gérés par l'Adami, mais en même temps, en tant que musicien, on peut très bien aller jouer, accompagner d'autres artistes, et là, les droits sont gérés par la Spedidam. Et donc, on se retrouve en fait à dépendre des deux. La Cour des comptes dit, mais pourquoi vous fusionnez pas? Déjà, ça serait pas mal. Alors, en 2016, ils ont dit « Ah bah oui, c'est une bonne idée, on va réactiver une tentative qui avait été faite plusieurs années auparavant de créer une société qui fusionnerait les deux, qui s'appelle la SAI, la Société des artistes-interprètes. » Alors, la Cour des comptes, au départ, ils ont dit « Ah bah super, faites ça !» Sauf que 2 ans après, la Cour des comptes a dit « Attendez les gars, franchement, vous vous foutez de notre gueule. » Ils ne l'ont pas dit comme ça. Dans le rapport de la Cour des comptes, on ne peut pas écrire une chose comme ça. Sur YouTube, ça passe. Vous vous foutez de notre gueule, cette société des artistes-interprètes n'a aucune activité. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, les gens de l'Adami et les gens de la Spedidam, ça fait des années qu'ils s'entendent comme chien et chat. Parce que l'Adami, ils ont les artistes nommés, les artistes des majors. Donc, ils ont plutôt intérêt à caresser les majors dans le sens du poil et à bien s'entendre avec eux. Alors que la Spedidam, au contraire, eux, ils ont les soutiers de la musique, les musiciens qui courent de cachet en cachet, qui galèrent et qui sont payés forfaitairement. Quand ils travaillent, ils n'ont pas de points sur les disques et sur l'exploitation commerciale des disques, contrairement aux artistes nommés. Alors, du coup, la Spedidam, ils sont un peu plus rentre-dedans. Ce qui fait que c'est difficile pour eux de s'entendre. SCPP, SPPF, même combat. Comme je le disais, ils étaient en procès il y a encore pas si longtemps, il y a 5 ou 6 ans. Et puis, en fait, ils s'accusent mutuellement, de façon un peu récurrente, de « Ah bah tu veux piquer mes adhérents ». Chacun sont un peu à couteau tiré comme ça. Et puis quand on discute avec des petits producteurs à la SCPP, il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir d'aller traîner à l'Assemblée Générale de la SCPP, un très joli endroit, à Boulogne et tout, très bien. Et là, en discutant avec des petits producteurs, on se rend compte que, et c'est là où le coup de pied dans la fourmilière peut être utile, les petits producteurs, ils disent le problème qu'on a à la SCPP à propos des irrépartissables, ces fameuses sommes d'argent, c'est que, en fait, maintenant, la façon dont on produit la musique,
en particulier dans le cadre des musiques urbaines, rap, tout ça, R&B et compagnie, on fabrique plus de CD ou de vinyle. Il n'y a plus de physique. On fait que du numérique, que du streaming, que des plateformes, que de l'Internet. Et ben la SCPP, d'après ce que me disent ces petits producteurs qui sont à la SCPP, enfin petits, mais ça ne veut pas dire négligeable, c'est des gens qui, par le streaming, ont des certifications or, des certifications platine, des certifications diamant. Je veux dire, la musique, ils font de la musique qui marche bien et que le public aime. Et bien ceux-là, ils disent on n'arrive pas à avoir notre part des irrépartissables parce que les gens de la SCPP les réservent uniquement aux producteurs qui font du physique, qui font du CD, qui font du vinyle. Entendez, principalement les majors. Donc, tout ça fait que... voilà. Et puis alors, en relisant les rapports récents de la Cour des comptes, je suis quand même tombé sur un truc marrant. Dans le rapport 2019 de la Cour des comptes, la Cour des comptes dit avoir reproché à la Spedidam de, accrochez-vous bien, ne pas avoir mis en place de base de données électronique. Pas de base de données. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Hein, c'est une ligne dans le rapport de la Cour des comptes. Mais alors, si vous êtes à la Spedidam, s'il vous plaît, expliquez-moi comment vous travaillez. Vous avez des cartes perforées, des pigeons voyageurs. Enfin, l'email, est-ce que vous avez l'électricité? C'est important. Hein, en 2020, ça peut être utile quand même. Alors, je sais pas, il y a des panneaux solaires, des trucs, des éoliennes. Enfin, on peut trouver un truc. Pas de base de données. C'est la Cour des comptes qui le dit. En 2019, hein, je ne parle pas d'un rapport de 1875. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les professionnels du disque en France, enfin de la musique enregistrée, sont des créatifs? Est-ce qu'ils ont de la créativité, ces gens-là? Parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont plus créatifs que des gens qui font naviguer des navires de commerce sur les océans, par exemple? Hein, parce que, je ne voudrais pas dire, mais par exemple, en parlant de commerce maritime, 5 des 6 plus grosses sociétés de transport maritime au monde ont placé toute la gestion de tout ce qu'ils transportent sur une blockchain. Ah, le mot est lâché. Alors ça y est, je vous entends déjà, ouais Patrice, tu nous emmerdes avec ta blockchain, voilà, ouais, bon, les gens ils font circuler des bateaux sur le truc, mais tu te rends pas compte, nous on a des dizaines de millions d'enregistrements, c'est très compliqué, et puis pour chaque enregistrement, il y a plein de musiciens qui ont participé, et puis il y a plein de versions différentes, et des remixes, et des trucs, c'est beaucoup plus compliqué, nous, c'est des centaines de millions de données qu'on a. Ouais, mais enfin chez Maersk et les autres, hein, ils ont travaillé avec IBM, comme la SACEM. La SACEM, elle travaille avec IBM depuis 2017. Vous pouvez aller voir le site, hein, il y a un site qui s'appelle uRights, .net, je crois. Aucune activité depuis 2017. Alors, les autres, ils ont travaillé avec IBM, ils ont pris une blockchain open source qui s'appelle Hyperledger, hein, vous pouvez aller vérifier tout ça. Et alors, eux, ils ont géré jusqu'à présent, ils en sont à plus d'1,5 milliard d'objets, répartis dans près de 30 millions de containers. Et ils gèrent tout ça avec une blockchain. Ça fait plusieurs années qu'ils ont mis ça en place. Ça ne leur a pas posé de problème. Donc en 2020, les professionnels du transport maritime sont plus créatifs que les professionnels de la musique. Hein. Et puis, je vous ai déjà parlé des volailles. Hein, vous savez, quand vous achetez un poulet chez Carrefour, vous avez un poulet mort dans son sarcophage de cellophane. Toute la vie du poulet jusqu'à l'œuf d'où il est sorti est aussi stocké sur une blockchain. Hein. Carrefour, ils ont mis quelques mois à développer ça. Ça n'a pas été trop un problème. Ah ouais, mais Patrice, mais tu te rends pas compte, les poulets, il y en a 3-4 poulets qui se courent après. Ça n'a rien à voir avec nos millions de chansons, de trucs. Ouais, mais sauf qu'en France, on consomme 1,5 milliard de poulets chaque année. Alors, ouais, voilà, en 2020, les éleveurs de poules sont plus créatifs que les professionnels de la musique. Alors, j'ai rien contre les éleveurs de poules, mais quand même, quelque part, ça fait un peu mal, quoi, de constater ça. Puis les notaires, tiens, les notaires, ils sont plus créatifs aussi? Bah oui, les notaires, ils ont décidé de mettre tous les actes notariés sur blockchain. Voilà, il y a 600 milliards d'euros qui passent chaque année en France entre les mains des notaires. La musique enregistrée, ça représente moins de 1 milliard de chiffre d'affaires. Les notaires, 600 milliards. Et ils gèrent ça, blockchain, tranquille. La semaine dernière, Suez, la société Suez, eux, ils ont décidé de placer toute la gestion et toutes les opérations de retraitement des eaux usées pour en refaire de l'eau potable, blockchain. Ah bah oui, ça marche. Hein. Voilà. Et en 2020, les professionnels de l'eau potable
sont plus créatifs que les professionnels de la musique. Qu'est-ce que... On pourrait parler de la Société Générale qui travaille avec Tezos, du Forum économique mondial, qui se rapproche de Ripple, de Christine Lagarde ce matin, qui a dit attention, il va falloir se préparer à un euro numérique. Eh oui, parce qu'en 2020, les banquiers sont largement plus créatifs que les professionnels de la musique. Remarquez, ça c'est pas d'hier, du temps du téléchargement d'un MP3, il faut pas oublier que quand on achetait un MP3 à 99 centimes sur l'iTunes Store, l'organisme de carte de crédit qui assurait la transaction touchait plus que les auteurs. Bon, donc ça les banquiers, ça fait un moment qu'ils sont plus malins. D'ailleurs, chez Goldman Sachs, il y a quelques années déjà, ils ont viré 600 traders. Ils les ont remplacés par 200 informaticiens. Ah oui, voilà où on en est. Alors, peut-être que finalement, cette espèce d'agitation que, sans le vouloir, la Cour de justice de l'Union européenne a créée, pourrait bien être une bonne occasion pour tous ces gens d'essayer d'avoir l'électricité, de se doter de bases de données électroniques, et puis de se parler, peut-être pour essayer de prendre en compte les nouveaux usages. Le fait que produire de la musique aujourd'hui, cette histoire de réciprocité, de territorialité, on peut s'interroger aussi dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coproduction entre petits producteurs ou entre artistes autoproduits. Il y a plein d'arrangements qui se moquent des frontières. Tout ça se fait par Internet. Moi, j'ai fait un son, je suis en France, il y a un rappeur qui est en Australie qui va poser sa voix dessus. Comment on gère ça? C'est une coproduction. Alors, qui est étranger? Qui ne l'est pas? À qui doit revenir toutes ces choses-là? Pourquoi la Cour des comptes ne cesse de critiquer le manque de transparence de tout ce système-là? Peut-être aujourd'hui, ce serait bien quand même de se dire il y a des nouvelles pratiques, parce que la Cour de justice de l'Union européenne, les lois et les règlements et les traités auxquels elle fait référence, alors le traité c'est celui de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, vous savez, c'est l'ONU ça, à Genève, il date de 96. En 96, on n'avait pas la DSL, il y avait Internet avec un modem, je me connecte et il faut une demi-heure pour télécharger une minute de MP3. Il n'y avait pas de problème de diffusion de musique à ce moment-là. Le traité, il date de cette époque-là, et puis les directives européennes, elles datent de 2001 et de 2006. Jacques Lang, il est bien gentil dans son intervention. On croirait entendre son discours de Mexico en 82, économie et culture, même combat. Sauf que quelque part, Jacques Lang, il est quand même un peu responsable, sans le vouloir. Je ne sais même pas s'il le voulait ou pas, je ne le connais pas, j'ai jamais discuté avec lui, mais il réclamait à l'époque une professionnalisation plus intense du secteur de la musique, et en même temps, il critiquait les multinationales. Hollywood en gros. Et c'est ce qu'il vient de refaire dans sa déclaration. Je suis indigné par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'inspire de l'idéologie ultralibérale propre à l'Europe. Sauf qu'en même temps, vouloir, comme il l'a fait, la professionnalisation extrême des métiers de la musique, d'écarter les amateurs, ça n'a fait que renforcer les multinationales. Ça leur a pas nui du tout. Au contraire, à l'époque, elles étaient 5, maintenant elles sont 3. Donc c'est à voir comment... Donc, on est en 2020. C'est vrai qu'à l'époque, et ça ils le disent dans les traités de l'époque, produire de la musique, ça coûtait très très cher. C'est vrai que pour produire un disque à l'époque, ça coûtait le prix d'une maison. Alors c'était cher. Mais à partir de la fin des années 90 et surtout au début des années 2000, ça s'est mis à coûter le prix d'une voiture. Alors c'était toujours cher, mais ça devenait plus abordable. Mais aujourd'hui, ça coûte le prix d'un four à micro-ondes ou d'un réfrigérateur. Donc, évidemment, les problématiques sont différentes. Donc, la répartition de l'argent doit être plus transparente et plus fiable et plus rapide. Et pour ça, on a les outils. Le transport maritime, ils y arrivent. Les notaires, ils y arrivent. Les éleveurs de poules, ils y arrivent. Et nous, dans la musique, on n'en serait pas capable? Bon, allez les gars. J'arrête là aujourd'hui parce que là, je pourrais continuer pendant une plombe. Mais franchement, je pense que ça serait vraiment bien de profiter de cette occasion-là pour que les artistes s'impliquent eux-mêmes directement, et de dire voilà, et les producteurs indépendants aussi, et les artistes autoproduits, parce que les artistes autoproduits, les indépendants, c'est des gens qui ont une part de marché. Ça qu'il faut voir, la part de marché est en train de grandir. Les artistes indépendants, ceux qui sont tout seuls, qui font tout chez eux, qui se débrouillent avec leur propre matériel et qui montent des collaborations internationales avec Internet, aujourd'hui ces gens-là, c'est 4% de part de marché. L'année dernière, chez Spotify, Suède, alors juste la Suède, c'est particulier parce que c'est la patrie de Spotify. Mais il n'empêche que sur Spotify Suède, en 2019, la part des majors est tombée à 56%, ce qui est un bas historique. Donc, il y a une redistribution des cartes qui est en cours, et cette décision
de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est peut-être un signe, plus qu'autre chose, qu'il faut se reparler, il faut réorganiser le système. On a les outils, on a les compétences, ça ne coûte pas si cher que ça. Alors, parlons-nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis encore bravo, merci pour tout et à très bientôt.